Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo sur l'orthographe. Alors ce n'est pas la première vidéo que je fais sur ce sujet, j'espère que ça ne sera pas la dernière parce que c'est un sujet intéressant à traiter, surtout que l'orthographe a une grande valeur dans la culture française. Alors je vais un peu parler justement de la valeur de l'orthographe, de son importance dans notre société de caste. Alors mon petit texte que je vais lire, qui traite de ce sujet, s'appelle Orthographe et caste. Le français a une obsession maladive pour l'orthographe parfaite. Pour lui, si tu fais des fautes d'orthographe dans le texte que tu as écrit, c'est que ce que tu exprimes est stupide. Le français confond l'idée exprimée et la perfection de la reproduction du code sonographique. Cette rigueur qui l'obsède est en vérité un moyen pour lui d'affirmer sa place de dominant dans une société de caste où la perfection orthographique indiquait souvent ton appartenance à la caste supérieure, la caste des maîtres, celle qui pouvait éduquer ses enfants à la complexité d'une langue française, à l'orthographe illogique, faite d'exceptions à la règle et de règles complexes, afin de stigmatiser l'individu issu des basses castes pour qu'il ne se mélange pas à la caste dirigeante. Dans l'inconscient collectif français, faire des fautes d'orthographe indique ton inculture et ton appartenance à la caste des dominés et des incultes. Au contraire, une orthographe parfaite indiquera que tu dois être issu d'une lignée puissante et instruite à qui il est coutume d'obéir. Ainsi, en France, dire de quelqu'un qu'il fait des fautes d'orthographe n'est pas que constater un manque de maîtrise dans l'utilisation d'un outil de communication par symbole, mais plutôt indiquer l'infériorité sociale de la personne afin de faire valoir sa propre supériorité hiérarchique. Si les Français sont tant attachés à la complexité de leur écriture et ne sont pas prêts à la réformer, c'est que notre société de caste a besoin de marqueurs sociaux pour maintenir un ordre millénaire. Et l'inculture orthographique est un des meilleurs moyens pour stigmatiser le pauvre afin de le séparer de la caste des riches, maintenant ainsi la stabilité de la structure sociale de la France. Voilà, petit texte pour vous faire comprendre que si le français est profondément attaché à la perfection de l'orthographe, alors que dans d'autres pays, cet attachement est bien moindre, faire des fautes n'est pas stigmatisé de la même façon, qu'en France où vraiment on stigmatise, on montre c'est mauvais, regardez, il est bête, on associe la faute d'orthographe à l'incapacité de raisonner logiquement. C'est tout simplement que l'orthographe est un marqueur social, est une façon d'indiquer son rang. Alors ce n'est pas le seul marqueur social, il y a l'orthographe, mais bien sûr, il y a aussi la complexité de la langue et la façon dont elle est parlée, puisque sans écrire forcément une langue, la façon dont on parle va montrer notre appartenance à un groupe social bien défini. Donc en France, qui est un pays de caste, comme en Inde, à la caste à laquelle tu appartiens. Et la langue française est vraiment, par son écriture, mais aussi par sa complexité, le nombre de ses adjectifs, le nombre de ses synonymes dans les mots qui utilisent ou dans les adjectifs, rend la langue française particulièrement efficace pour marquer les castes en fonction des mots et des adjectifs utilisés. Par exemple, comme dit tout le temps, on dit « j'ai ouï dire que Georges-Édouard avait réussi le concours d'entrée Hippocagne ». On dit « j'ai ouï dire ». Alors que si l'on dit « on m'a dit que Kevin avait eu son CAP de tourneur-fraiseur », on voit que même si l'un ne parle pas d'Hippocagne et l'autre
ne parle pas de CAP, le fait de dire on m'a dit que ou j'ai oui dire, tout de suite, te place dans une caste qui montre bien ton appartenance sociale et qui permet justement d'éviter pour le riche, pour le puissant, l'intrusion du pauvre dans son groupe, permettant à l'énergie de rester dans le groupe social, dans la caste des dominants. Donc la France est un pays qui est fait comme un millefeuille, un pays où des couches se superposent. Ces couches ont rarement cette possibilité de communiquer entre elles, puisque la France, on le sait, est le pays où la montée sociale en Europe est la plus difficile à effectuer. Ce sont les études faites sur ce sujet qui le prouvent, de nombreuses études le prouvent, et ça vient de la structure sociale même de la France, système de caste, et qui rend l'écriture, mais aussi le langage français très particulier, avec une grande richesse dans les synonymes, que ce soit pour les adjectifs ou pour les mots, mais aussi dans la complexité de l'orthographe, qui va être un marqueur t'empêchant de rentrer dans un groupe social, d'accéder à certains travaux, à certains lieux où s'exerce le pouvoir, parce que tu vas être bloqué. Donc, c'est vraiment des marqueurs sociaux que l'on ne retrouve pas ailleurs. Et la France, le français est une langue faite d'exceptions, de lettres muettes. C'est vraiment très complexe pour un étranger qui vient étudier cette France. Alors, cette langue française. Alors moi-même, je suis parti en Hongrie, je parle mal hongrois, mais je parle hongrois qui est censé être une langue des plus complexes au monde. Mais elle n'est pas complexe par les irrégularités qu'il y a dedans, elle n'est pas complexe par les exceptions à la règle ou par les sons, les lettres écrites que l'on n'entendrait pas. Non, elle est complexe parce qu'elle est différente, complètement différente dans sa grammaire et dans son origine des autres langues latines ou germaniques. Mais c'est une langue particulièrement logique, comme l'allemand, qui malgré sa complexité, puisqu'elle n'est pas bâtie du tout au niveau de sa grammaire comme le français, est une langue extrêmement logique, qui souffre de beaucoup moins d'exceptions que le français. Alors, le problème, c'est que le français est vraiment une langue à la base qui était faite pour être parlée par la noblesse, et à l'intérieur du pays de France, cette langue française était différente, d'ailleurs il y avait des patois, était différente que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre. Et c'est vraiment une langue marquant les strates de la société française, marquant les castes. On ne rencontre pas ça dans les langues germaniques, qui sont des États où il y a des méritocraties, où on ne voit pas cette façon d'essayer de séparer les gens par la façon dont ils parlent. Il y a plutôt un besoin d'uniformiser et de régulariser tout ça. Alors la France, malheureusement, n'est pas un pays qui est prêt à réformer son langage, puisque j'entends souvent les gens qui disent « Oui, mais vous comprenez, le français, l'orthographe française, si elle est complexe, c'est parce que chaque mot a, dans la façon dont il s'écrit, une histoire. » Alors là, je dirais « Oui, peut-être, mais est-ce que communiquer, parce qu'une langue, avant tout, est faite pour communiquer des notions le plus simplement et le plus rapidement possible. Et si on commence à mettre dans les mots des histoires, ce mot varie parce que son origine était ça, on n'est plus sur un code sonographique. On est sur une langue qui intègre dans des codes sonographiques qu'est l'écriture, donc des sons, des symboles signifiant des sons, on intègre dedans un nouveau code qui est un code étymologique avec des variations expliquant l'origine des mots par les exceptions justement à ce code sonographique. Donc on voit une espèce d'aberration dans cette langue française qui était à la base faite pour marquer un pays structuré par des castes. Et le langage était un langage fait pour être différencié, de la façon dont il se parlait, il s'écrivait, par rapport aux castes. Donc
un pauvre ne pouvait pas avoir l'éducation pour écrire parfaitement et pour connaître le vocabulaire du riche. Car la langue française est non seulement complexe dans son vocabulaire, mais est aussi complexe à cause des exceptions, des lettres muettes, l'exception à la règle des lettres muettes, de tant de choses qui la rendent extrêmement illogique pour l'étranger, mais aussi pour la personne intelligente qui s'interroge sur le langage. Donc, il faut bien savoir que si on voudrait avoir une langue intelligente, il y a deux solutions. Il est intelligente, c'est-à-dire si la langue est faite pour communiquer, hein, il y a deux façons de transcrire, en fin de compte, d'écrire. Il y a soit les codes sonographiques, comme je lis, c'est-à-dire une langue, où les sons, où les signes correspondent à des sons. La France ne rentre pas dans ce domaine, puisque bien souvent les exceptions à la règle font que le code sonographique n'a plus de valeur. Ou la langue devient une langue logographique avec idéogramme, ou à ce moment-là, la langue plutôt l'écriture, ou à ce moment-là, on écrit avec des symboles ne correspondant plus à des sons, mais correspondant à des idées et des concepts. C'est ce qu'on appelle la langue chinoise, où les Chinois du Nord ou du Sud, bien qu'ils parlent des langues différentes, peuvent écrire de la même façon et se comprennent par l'écriture, car leur écriture ne transpose pas, en fin de compte, des sons en symboles, mais transpose des concepts en symboles. La France est dans un espèce de système bâtard qui la rend, la France et le français, qui rendent cette langue extrêmement complexe. Sous ses allures de langue sonographique, elle ne l'est pas tant que ça. Donc, le français devrait apprendre, non pas l'histoire des mots, c'est intéressant de connaître ces mots, mais quand on communique, le but n'est pas de communiquer un mot et son histoire, mais de communiquer le concept même du mot. Autrement, on se perd dans ce qui fait le fondement et ce qui fait la valeur d'une langue, communiquer des idées, communiquer aux autres ce que l'on pense et pas communiquer des mots et leur histoire. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer un peu ce problème propre à la France. Alors, certains me diront oui, mais l'orthographe parfaite n'est pas uniquement le fait d'une caste, tout le monde peut l'avoir. Oui, tout le monde peut avoir une orthographe parfaite. Mon grand-père, qui était issu de la terre, avait une orthographe parfaite, avait une façon d'écrire avec des pleins et des déliés formidables. Mais il faut savoir qu'à un certain moment, il y a eu l'arrivée, en fin de compte, de toute une population issue de la terre, formée par des instituteurs qui étaient plus que des enseignants, qui étaient des hommes qui voulaient, dans un but humanitaire, transmettre un enseignement et apprendre aux hommes à écrire parfaitement. Et on a vu arriver tout un ensemble de personnes issues de milieux plus modestes, ou de milieux issus de la terre, qui se sont mis à écrire et à parler, et surtout à écrire parfaitement le français, car il y avait à ce moment-là des instituteurs de haut niveau tâchant d'instruire un peuple qui était à la base beaucoup plus agricole et qui s'est mis à écrire. On se souvient des lettres des poilus pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont souvent écrits dans un français parfait, parce qu'il y avait un système éducatif qui était fait par des instituteurs, qui étaient souvent en plus des instituteurs socialistes, c'est-à-dire dans l'esprit réel des socialistes, pas ce qui est devenu le socialisme actuel, mais qui était dans un esprit de lutte des classes et d'enseignement au peuple pour qu'il puisse se sortir du joug de la bourgeoisie, donc de la caste dirigeante avec sa langue si complexe, qui avait tout intérêt à séparer le peuple des producteurs
du peuple, de la caste des gouvernants, pour continuer à vivre en conservant l'énergie qu'ils prenaient sur le peuple des producteurs. Donc il y a eu tout un mouvement social qu'on appelle les socialistes, qui était basé sur un mouvement d'enseignement, hein, beaucoup de professeurs qui enseignaient, qui sont devenus après une espèce de caste des fonctionnaires qui ont perdu, des fonctionnaires socialistes, qui ont perdu cette vocation de libération par l'enseignement du français, de l'écriture et de l'histoire au peuple de France, au peuple des producteurs, soumis à une bourgeoisie dirigeante, qui ont perdu, parce qu'ils sont devenus très puissants en entrant dans les ministères, ils ont commencé à vouloir prendre le pouvoir, et ils sont devenus une caste dirigeante concurrente de la caste bourgeoise qui tenait elle aussi une partie des ministères, qui étaient aussi entrés en politique, et on voit cette transformation de la caste de ces enseignants qui étaient rentrés dans un mouvement idéologique pour enseigner au peuple, et qui se sont aperçus que en étant dans les ministères, on pouvait former une puissance comme la bourgeoisie, et en fin de compte, en récupérant par les postes et par les avantages donnés par les ministères et par l'État, on pouvait récupérer beaucoup d'avantages, beaucoup d'énergie par le biais des taxes prises sur les producteurs, donc sur les pauvres, ceux qu'ils tentaient de libérer au départ. Donc on s'est aperçu que tout ça a été dévoyé, et que nos enseignants, si purs et si durs du début, se sont transformés en une caste de socialos, la caste qui existe encore, même si elle a perdu ce nom de socialiste, cette caste de fonctionnaires socialistes qui, en fin de compte, n'a que comme but d'évincer la caste, qui n'avait comme but que d'évincer la caste de la bourgeoisie de droite, qui, elle, ponctionnait le peuple des producteurs et vivait en parasite sur ces producteurs, en maintenant son fermé, en maintenant son unité par des frontières culturelles et linguistiques qui lui permettaient de mettre de côté le pauvre qui voulait rentrer dans sa caste. Alors tout ça, c'est très très bien décrit. Dans Bel Ami, on voit un gars de la campagne qui rentre, en fin de compte, par le verbe, dans cette aristocratie, on va dire, dans cette bourgeoisie d'État, et qui arrive à passer, justement, parce qu'il parle bien et parce qu'il écrit plus ou moins bien, mais il parle bien, il se comporte bien, il fait même écrire ses textes, parce qu'il n'écrit pas si bien que ça, par des femmes, ses maîtresses de la bourgeoisie. On voit que la langue, la façon de parler, de s'exprimer, d'être, est très important pour montrer ton appartenance au groupe. Car si tu parles un beau français, tu seras mieux accepté par les castes dirigeantes, tu pourras faire semblant de leur appartenir. Et si tu l'écris d'une façon rigoureuse, tu passeras encore mieux, même si ce que tu écris est stupide. En France, l'important n'étant pas ce qu'on dit, mais la façon dont on le dit et la façon dont on l'écrit, la France étant un pays de caste où l'apparence prouve ton origine sociale et le milieu dans lequel tu es né, où tu te reproduiras. Voilà, petite vidéo pour vous parler de l'orthographe en France et de la rigueur de cette orthographe, rigueur qui est en fin de compte une façon de montrer son appartenance à un groupe. Et quand des pauvres se vantent, des esclaves se vantent d'avoir une bonne orthographe et te méprisent parce que tu fais des fautes, il faut surtout y voir une façon pour ces pauvres gens de se valoriser quand ils n'ont que ça. Il n'a que l'orthographe. Laissons-lui, c'est typiquement français d'essayer de ridiculiser un homme sur son orthographe quand on n'arrive pas, en fin de compte, à le contrer sur la logique de son verbe et sur la profondeur des choses qu'il exprime. C'était Fred Delavier, à bientôt.